Il est l'un des plus grands écrivains francophones. Un fusil dans la main, un poème dans la poche ou encore Johnny Chien Méchant ont été des succès retentissants. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, Emmanuel Dongala dit tout de son alchimie littéraire normale puisqu'il enseigne la chimie et les littératures francophones dans le Massachusetts aux États-Unis. Bonsoir Emmanuel Donga, merci d'être avec nous et bienvenue sur Merci. TV5 Monde. Merci. C'est la semaine de la langue française donc Oui. et de la francophonie. C'est aussi demain le coup d'envoi du Salon du Livre de Paris qui s'appelle désormais Livre Paris. Vous serez d'ailleurs après ce journal au lancement officiel de l'événement littéraire. La langue française d'abord, que représente-t-elle pour vous ? Mais la langue française, c'est ma langue en fait. J'ai fait mes études en français, j'écris en français. Le français est la langue officielle de mon pays, le Congo. Donc je vis dans la langue française. Elle est devenue ma langue autant que le lingala, le kikongo, le monokotuba, quoi. Voilà. Et cette semaine précisément de la langue Oui. française, Ouais. que représente-t-elle pour vous ? C'était là en fait ma question. Ben cette semaine, je vais rencontrer, ça fait plaisir parce qu'on va rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout et voilà, on va discuter, échanger des idées en français, voilà. Vous avez donc cet amour pour la langue française. Selon vous, qu'est-ce qui fait la vitalité d'une langue ? Mais la vitalité d'une langue, d'abord, c'est les gens qui le parlent, d'abord, Ouais. et ensuite, une langue, ce qui est très bien dans une langue, c'est que elle évolue, des mots nouveaux apparaissent, des mots disparaissent, et elle emprunte aussi des mots venus d'ailleurs. Et voilà, et tout ce mélange fait la dynamique de la langue, la beauté de la langue, et son côté qui fait rêver aussi. Voilà. Parce qu'une langue, c'est pas seulement une langue technique, objective, parce que bon, je suis chimiste, je suis scientifique, donc je sais de quoi je parle, mais une langue doit aussi faire rêver, et voilà, c'est tout ça. Quel est votre mot préféré dans la langue française, Emmanuel Dongala ? Ouh là là. Vous venez de prononcer le mot rêver ? Oui, il y a tellement de mots. Par exemple, merveilleux, c'est déjà un mot que j'aime beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de mots qui sont assez spécifiques à la langue française et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et voilà, voilà. Vous avez un pied aux États-Unis, un pied au Congo, des racines en Centrafrique, hein, il me Oui, semble ma mère est également. centrafricaine. Votre Oui. mère est centrafricaine, sans oublier bien entendu la France. Vous Oui. n'écrivez pourtant pas en anglais, ni en Oui. lingala, ni en kituba et dans Oui. les langues du Congo, Brazzaville. Comment se crée le rapport à une langue et à quel niveau ? Où est-ce que ça se joue ? Mais ça se joue. D'abord, c'est la langue. Bon, il y a deux choses. Il y a la langue, sa première langue. Le français n'est pas ma langue maternelle, en ce sens que je ne suis pas né français, mais c'est une langue que je pratique depuis que je suis allé à l'école maternelle, vous voyez. Donc, toute ma vie, cette langue m'a accompagné. Donc, ça fait une partie de moi. Et spontanément, j'écris en français mes romans, mes poèmes, etc. Bon, mais quand comme je travaille aux États-Unis, bon, c'est l'anglais, et j'écris mes articles scientifiques en anglais, je les publie en anglais. Mais quand je veux créer, spontanément, la première chose qui me vient, c'est écrire en français. Voilà. Pourquoi pas le lingala ? Vous pensez en français avant de penser en lingala ? Ben, on pense, on ne sait pas dans quelle langue on pense, mais ça vient directement. Ouais. J'ai écrit des poèmes en kikongo, mais c'est Kikongo. des poèmes que je circule, Ouais. j'ai fait circuler avec des amis, je chante des chansons en lingala. Mais la création, vraiment, c'est-à-dire faire œuvre littéraire, c'est en français. Alors j'ai cité deux de vos romans, on vous doit aussi Photo de groupe au bord du fleuve qui a lui aussi connu un immense succès. Vous êtes invité donc au Salon du Livre de Paris, désormais dénommé Livre Paris. Coup d'envoi demain jeudi. Cet événement littéraire s'ouvre dans une période où on entend souvent que le livre est en danger, notamment face au numérique. Et pourtant, il y a un paradoxe puisque jamais il n'y a eu autant de livres édités. Pour vous, le livre est menacé ou pas ? Non, pas du tout, pas du tout. Le livre n'est pas menacé. Et le numérique, ce n'est qu'un support, en fait. Donc, mais le livre, ce qui est bien avec le livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité, par exemple. On le met dans sa poche et puis voilà, on y va, quoi. Et donc, non, pour moi, le livre n'est pas menacé du tout. Si on peut parler de menace, c'est peut-être que les gens ne lisent pas assez. Ça, c'est autre chose. Mais les livres, en tant que livre, il existera toujours, je pense.
Alors le public sera invité à découvrir au cours de cet événement littéraire à Paris les auteurs et la culture de deux villes qui vous sont chères, Oui. Brazzaville et Pointe-Noire, deux villes congolaises. 22 écrivains congolais seront d'ailleurs à Paris, dont Henri Lopez, Emmanuel Dongala, vous-même qui êtes avec nous, et puis Alain Mabankou tout à l'heure, qui sera l'invité de Patrick Simonin dans ce journal. La littérature congolaise est une littérature éminemment critique. Voilà ce que nous disait sur ce même plateau, il était assis à votre place, Boniface Mboussa Mongo, écrivain congolais. Est-ce que c'est ce qui caractérise votre écriture ? Ben oui, oui, moi j'ai toujours été d'abord très libre, c'est la liberté. J'écris ce que je veux et ce que je pense. Parce que même quand le Congo était un parti unique avec une censure terrible, j'ai écrit ce que je voulais et j'ai eu des livres censurés au Congo, notamment mon recueil de nouvelles Jazz et vin de palme, qui se moquait du parti unique de l'époque, des dirigeants, etc. Il avait été censuré. Donc, la littérature congolaise, effectivement, c'est quelque chose qui défie les puissants et aussi un regard critique envers la société. Votre premier roman s'appelle Un fusil dans la main, un poème dans la poche. Oui. Il reste aujourd'hui symbolique, hein, justement, de ce que vous évoquez, de la lutte contre l'arbitraire, contre les dictatures et les despotismes. Est-ce que vous réécririez ce livre aujourd'hui de la même manière ? Peut-être pas, parce que ce premier livre, je l'ai écrit, j'avais 20 ans, je l'ai écrit avec la fougue, la passion. C'était l'époque où on était tous des révolutionnaires et où on croyait que le pouvoir était au bout du fusil. On était tous maoïstes, la révolution, etc. Ouais. Donc, il y a cette ardeur de la jeunesse. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, quand maintenant le fusil a mené des enfants soldats et tout ça, donc aujourd'hui, non, je ne pense pas que je réécrirais ce livre de la même manière. C'est d'ailleurs ce que vous évoquez, le sujet de Johnny Chien Méchant, qui a été adapté au cinéma. Voilà, exactement. Je ne le regrette pas d'avoir écrit parce que ça marque une époque. Et un écrivain, je pense, pour moi, la littérature, c'est pas, je n'écris pas pour l'avenir, pour l'éternité. J'écris pour mes contemporains, donc je saisis l'instant, le moment, voilà. Je l'ai dit en vous présentant, Emmanuel Dongala, vous êtes l'un des écrivains francophones les plus grands de notre époque. Vous êtes pourtant peu médiatisé, vous aimez la discrétion, le repli, vous avez un côté, disons-le, ascète. Pourtant, votre écriture, au contraire, elle célèbre une certaine liberté et l'altérité. Oui, c'est très simple, quand je n'ai rien à dire, je me tais. Et puis j'écris, je prends mon temps, très lentement. J'ai écrit 6 ou 7 livres en une trentaine d'années. Voilà, c'est ça. Je pense que l'essentiel de ce que j'ai à dire, c'est dans mes livres. Voilà. Pas sous le feu des projecteurs ? On est content de vous avoir. Oui, quelquefois, parce que, bon, on se fait connaître en passant à la radio et à la télé, c'est bien. Mais quand on passe trop aussi, on ne fait que se répéter et on n'apporte pas quelque chose de nouveau, pertinent et de nouveau. Voilà. Alors on imagine que vous suivez donc attentivement ce qui se passe dans le monde et notamment sur le continent africain. Plusieurs pays d'Afrique francophone connaissent des ratés dans leurs processus électoraux et dans leur transition démocratique. Vous qui avez beaucoup écrit justement sur les guerres civiles des années 90 et 2000, vous avez d'ailleurs pris le chemin de l'exil en 1998 alors que votre pays, Congo-Brazzaville, connaissait une guerre civile. Quel regard portez-vous sur ces difficultés qui frappent l'Afrique francophone particulièrement ? Oui, en fait, les gens sont très injustes avec l'Afrique francophone. Ils disent souvent que ça va mal en Afrique francophone, mais l'Afrique anglophone aussi, c'est pas... Il y a des problèmes. Hein. Vous prenez Mugabe, vous prenez le gars de la Gambie, tout ça, il y a des problèmes aussi. Les élections qui se sont passées en Ouganda, ce n'était pas une réussite. Enfin, bref. Et à l'inverse, il y a des réussites dans le monde francophone comme le Sénégal. Voilà, c'est pour dire qu'en Afrique anglophone, il y a aussi des problèmes et les gens nous font croire qu'il n'y a qu'en Afrique francophone qu'il y a des problèmes. Bon, ceci dit, oui, effectivement, c'est très, très... ce qui se passe, c'est désolant. C'est désolant qu'au XXIe siècle, et après tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui s'accrochent au pouvoir. Et
qui trichent, voilà quoi. Je cherche pas loin, c'est ce qui se passe dans mon pays, par exemple. On sait que ces élections seront truquées. Je parle une semaine avant les élections, les dés sont pipés, quoi. Donc, voilà, c'est malheureux à dire que la démocratie ne prend pas, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, j'allais vous dire, que faut-il faire pour changer les choses? Très sincèrement, Oui. est-ce que vous avez, vous, quelques idées, voire... Ben, bon, d'abord, quelque chose de très simple. Il faut maintenant que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'éterniser au pouvoir. Rien que ça, quand on sait qu'il y a une alternance pacifique, déjà, ça atténue la lutte pour le pouvoir. Ouais. Ça, c'est déjà ça. Ça ne règle pas tout, mais c'est déjà un commencement. L'exil, c'est donc ce que vous avez choisi. C'est au fond une réponse, une manière de faire face à cet arbitraire, à ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. Oui, en fait, je suis pas une exilée politique. Je suis parti du Congo tout simplement pour des raisons de sécurité, Oui. parce que j'avais tout perdu pendant cette guerre, absolument tout. Et je suis parti et je rentre au Congo quand je veux, etc. Mais c'est très intéressant parce que quand on sort de son pays comme ça, on a un autre regard. Et si j'étais resté au Congo, j'aurais pas écrit Johnny Chien Méchant, vous voyez. Donc, c'est cette distance du pays, ouais. voilà, un regard beaucoup plus objectif, beaucoup plus froid, tout en gardant la passion, la passion et la colère que j'ai vécue pendant cette guerre-là. Vous enseignez aussi la littérature donc francophone aux États-Unis. Que viennent chercher les étudiants américains, anglophones, dans cette matière? C'est très intéressant parce que jusque-là, aux États-Unis, la littérature la plus connue, évidemment, c'est l'Afrique anglophone. Mais maintenant, ils découvrent quelque chose de nouveau quand même. Parce que d'ailleurs, la plupart des départements qui enseignent le français s'appellent des Department of French and Francophone Studies. Donc voilà, donc ça s'ouvre. Je pense que l'enseignement de la littérature africaine est plus épanoui, plus développé aux États-Unis, je pense, qu'en France. Parce que moi, par exemple, je suis chimiste. Quand je suis arrivé, le président de l'université m'a appelé, m'a demandé d'animer un séminaire de littérature francophone. Je lui ai dit, non, mais je n'ai pas de diplôme de lettres. Ouais. Il me regarde surpris, il me dit, mais vous êtes un écrivain? Oui, connu, oui. Il y a des étudiants qui ont fait des thèses, des mémoires sur vos... Je dis oui. Et alors, tout ce que nous voulons, c'est un écrivain face aux étudiants qui transmet ses connaissances. De manière spontanée. Voilà. Je me suis amusé sur Internet, je le dis, à chercher, à taper tout simplement dans un moteur de recherche chimiste et écrivain. Oui. J'ai été surpris, je l'ai appris du coup grâce à vous, puisque vous êtes chimiste et écrivain. Oui. Savez-vous qu'il y en a un célèbre écrivain qui l'était aussi, tout comme vous? Vous connaissez Absolument, la réponse? Oui, l'Italien Primo Levi. Voilà. Et que représente-t-il pour vous? C'est un auteur que vous admirez? Oui, j'ai beaucoup lu et surtout, je connais pas. Malheureusement, j'ai lu quand j'étais aux États-Unis en anglais, donc les titres des livres, je connais pas bien en français. Mais si c'est un homme, par exemple? Oui, et si c'est un homme, et puis il y en a aussi le tableau périodique. Voilà, tout ça, c'est des livres magnifiques. Merci beaucoup Emmanuel Dongala d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Vous serez tout à l'heure au lancement officiel du Salon du Livre de Paris qui s'appelle désormais Livre Paris. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. D'être venu sur notre plateau.